Madame, Monsieur, bonjour. Nous ne sommes pas dans la grande salle du Caribé cette année, mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis vos portables pour la 10e édition du Sommet international virtuel de la finance et la 5e édition de la FinTech. La machine était lancée pour la tenue de la 10e édition du Sommet international de la finance et la 5e édition de la FinTech quand tout a basculé. Un virus, aussi minuscule qu'il puisse être, a décidé de mettre le monde à genoux et de changer tous les plans. Les organisateurs, pour répondre aux exigences de l'heure, étaient sur le point de renvoyer l'organisation du sommet à l'année prochaine. Mais, comme chaque crise est une source d'opportunité, le groupe Croissance et ses partenaires ont vite compris qu'ils pouvaient changer l'eau en vin. En effet, le Covid-19 a permis au monde de se rendre compte ou de prendre conscience de la force, du pouvoir de l'Internet et des nouvelles technologies. Une fois ce constat fait, l'impossible devient possible. Et ce, pour le plus grand bonheur des organisateurs du sommet qui peuvent maintenant compter sur la participation de plusieurs intervenants qui n'auraient pas pu faire le déplacement. Un sommet sur la finance en pleine crise de Covid-19, il n'y aurait pas pu avoir meilleure initiative, diraient certains. Les conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale ne sont plus à démontrer. Si des pays peuvent encore faire face à la crise actuelle et apporter des réponses plus ou moins réfléchies, l'après-Covid demeure un mystère et il inquiète. Dans le cas d'Haïti, le pendant est tout aussi préoccupant que l'après. D'où la nécessité de lancer au plus vite des réflexions sur comment financer la réponse et préparer l'après-crise. C'est en substance la mission que se donne le groupe Croissance et ses partenaires tels que la BRH, Profin et Profit Development Consulting. Les secteurs privés et publics, ainsi que la communauté internationale, vont analyser la conjoncture, camper le tableau, poser un diagnostic et venir avec des pistes de solutions. Mais comment parler finances, surtout en ce moment, sans parler de technologie? C'est ainsi que la 5e édition de la FinTech va essayer de faire la lumière sur toutes les opportunités disponibles aujourd'hui en pleine crise de coronavirus. Madame, Monsieur, je vous propose la première intervention de ce matin pour lancer officiellement ce sommet, le discours de circonstance de Kirchner Farrell, PDG du groupe Croissance. Bonjour, bonsoir, bon appétit pour certains car différents fuseaux horaires. En fait, nous célébrons cette année la 10e édition du Sommet international de la finance. On avait lancé cet événement en février 2011, juste après le séisme qui avait secoué le pays le 12 janvier 2010. C'était une occasion pour permettre aux Haïtiens de comprendre les défis financiers pour la relance économique de ce pays. On n'avait raté aucune année, 2012-2013 jusqu'à 2019. Et le sommet, on ne voulait pas qu'il soit extrêmement abstrait. Parce que la finance, l'économie en général, certains disent, ce n'est pas notre affaire. Et c'est ainsi qu'on avait pensé à une galerie d'honneur pour honorer des Haïtiens et des Haïtiennes qui avaient influencé, impacté, je pourrais dire, la finance de notre pays. En troisième position. Et comme les femmes, en général, sont oubliées dans ce secteur, elles sont en grande quantité à la base, mais au sommet, c'est plus difficile. On a pensé à un certain moment d'avoir le prix d'une jeune femme de moins de 40 ans. Pour connaissance d'hommes et de femmes. Mais on pense finance, c'est l'affaire des grandes entreprises, des banques. Et on a pu introduire également, intégrer la microfinance. Il y a une journée spéciale en général dans le sommet traditionnel pour la microfinance. On a eu à honorer une coopérative de Las Carobas, une coopérative de Campérin, une coopérative de Gaumont, et également une coopérative de l'Artibonite, toujours avec le support de la Banque centrale qui a une unité spécialisée pour évaluer de manière scientifique ce qui se passe au niveau de la microfinance. Cette année, on a même éliminé le sommet qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière, du 20 au 25 avril, jusqu'à ce que l'un d'entre nous a trouvé un antivirus pour le coronavirus. Et voilà comment on a pu réellement lancer ce sommet virtuel
le tout premier, l'on pourrait dire. Et on est sorti du confinement de Caribé Convention Center pour atteindre le plus de monde possible. Voilà donc le groupe Croissance 25 ans plus tard, après avoir lancé l'Internet à travers le pays, à travers la fois Infotel. Nous sommes après 2020 en plein dans cette économie numérique. Qui se rappelle encore qu'en 2000, on parlait d'alphanétisation? Si les politiques publiques nous avaient accompagnés, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour les écoles haïtiennes et les universités haïtiennes. Voilà donc ce sommet qui va s'ouvrir dans quelques instants, le premier sommet virtuel qui a eu à modifier le thème. On allait parler d'économie bleue dans l'économie traditionnelle, mais cette année, c'est Covid-19. On essaie de voir comment on va financer la réponse et surtout l'après-crise. Le groupe Croissance, dès sa naissance, avait promis de suivre tous les changements du monde. Et voilà, on se retrouve dans ce changement radical créé par la visioconférence. Je ne terminerai mes propos sans remercier d'une manière particulière la Banque de la République d'Haïti. Dès la première année, en proposant à M. Charles Castel, gouverneur de l'époque, d'être un sponsor important, en une seconde, il m'a dit, il va avec nous. Et c'est ainsi que la Banque centrale est passée de sponsor aujourd'hui, est un partenaire solide du sommet. La nouvelle équipe de la Banque centrale, dirigée par Jean Baden-Dubois, n'a jamais diminué son support pour avancer dans ce sommet. Je ne saurais oublier non plus, dans la cuisine, Ronald Gabriel pour le contenu des sommets, pour les discussions que nous avons eues très tard. Jerry Jacquet dans la logistique avec Darlene. Ce sont des gestes que vous ne voyez pas, qui sont extrêmement importants, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce sommet aujourd'hui. Voilà donc le premier sommet virtuel de la finance. Vous aurez pendant 3 jours beaucoup d'informations sur Haïti, sur ce qui se passe dans le monde, cette crise sanitaire, économique et financière. Je vous souhaite bon sommet. Voilà, donc Kessner Farel est PDG du groupe Croissance, la tête pensante derrière tout ça avec ses partenaires BRH Profin et Profit Development Consulting. Que vous soyez sur Facebook, sur YouTube ou sur le site du sommet, vous êtes un participant, vous êtes avec nous pour cette initiative, la première édition, on va dire virtuelle du sommet, mais la 10e édition du sommet international sur la finance. Tôt ou tard, le SARS-CoV-2 devra partir, on le sait, ou du moins le Covid-19 doit laisser place à la reprise des activités. Le monde doit recommencer à fonctionner et l'économie doit être l'une des premières machines à relancer. Les chiffres inquiètent. Même sans Covid-19, les perspectives du FMI pour l'économie mondiale n'étaient pas réjouissantes. Il faudra des actions concrètes, des engagements de la part de nombreux pays pour pouvoir remonter la pente. L'investissement est un domaine sur lequel le monde devra compter, Haïti encore plus. Mais dans quoi investir? C'est la question. Comment investir de façon intelligente? Les entreprises de consultation ou de promotion auront donc une grande responsabilité et ce n'est pas Robert Parette qui me dira le contraire. Il est responsable de Profin, société de promotion des investissements. Robert Parette va nous dire quelques mots à l'occasion de ce lancement officiel du sommet international virtuel de la finance. Robert Parette. Merci, Lumière. Merci à chacun d'entre vous qui prenait part à cet événement. J'interviens avant tout comme représentant de Profin, co-organisateur de ce sommet. Et effectivement, Lumière a raison. Notre engagement se tient avant tout dans la conviction que l'investissement est l'une des clés pour aller vers le mieux-être commun. Profin, société de promotion des investissements, donc institution financière supervisée par la Banque de la République d'Haïti, s'est engagée depuis maintenant 7 ans à participer à la promotion de la notion d'investissement. Car nous nourrissons une conviction profonde qui est celle que la création de richesse est possible, mais que le partage de cette richesse par des canaux appropriés, par des outils appropriés est tout aussi nécessaire. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de nous associer à un événement comme le sommet de la finance, dans l'esprit de partage d'informations, partage de savoir, partage de personnes d'horizons différents,
Et comme les crises viennent avec des opportunités, la redéfinition très rapide de ce sommet, qui est passé de son format physique à un format virtuel, nous offre l'opportunité non seulement d'avoir probablement le plus grand public qu'on ait jamais réuni à l'occasion de cet événement, mais aussi des participants qui, tout au long de ces 3 jours, vont vous entretenir, vont partager avec vous des expériences qui portent non seulement sur la crise elle-même, sur ses effets à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, mais aussi pour parler des opportunités. Car il ne faudra pas oublier qu'il y a une après-crise, d'où le thème de ce sommet. Aussi financer l'après-crise. Car nous avons le devoir de penser à demain. Nous avons naturellement le devoir de bien mesurer les risques, de bien mesurer les conséquences. Mais nous avons aussi la responsabilité de penser aux moyens de faire face à un monde en mutation, de réfléchir aux opportunités, de réfléchir aux avenues et surtout aux ponts à bâtir pour bâtir un lendemain meilleur. C'est notre conviction et c'est pourquoi nous sommes très fiers depuis maintenant 4 ans d'être associés à la Banque de la République d'Haïti et à Groupe Croissance pour faire de ce sommet un succès. Je veux remercier tout particulièrement nos partenaires, la Banque centrale, Groupe Croissance, Profit Development Consulting. Mais je veux aussi remercier les équipes de Profin, de Caribbean Investor Capital, CIC, de ProCroissance, qui de façon acharnée avec nos autres partenaires ont travaillé pour faire de cet événement un succès technologique tout d'abord, et j'espère aussi un succès au niveau de l'information. L'avenir nous appartient, mais il sera ce que nous en ferons. Gageons que les partages dans cet événement et aussi après nous permettront de mieux préparer ce qui est un environnement frappé par une crise qui s'ajoute à d'autres crises. Gageons également que l'ensemble de la communauté comprendra qu'en réunissant des efforts, il y a moyen, même dans l'adversité, de faire quelque chose de positif, de faire quelque chose qui puisse servir à la communauté. C'est le rêve que nous avons pour ce sommet. Nous espérons qu'au cours de ces 3 prochains jours, vous qui êtes derrière votre téléphone portable, derrière votre ordinateur, apprécierez les différents échanges et surtout que vous participerez. Car la magie de l'innovation nous laisse aussi l'opportunité que chacun d'entre vous puisse intervenir, poser des questions, réagir, commenter. Nous vous invitons à le faire. Cet espace est pour vous. Bienvenue au 10e sommet international de la finance. Merci. Robert Parette, responsable de Profil, partenaire de ce sommet. Vous êtes donc sur YouTube ou sur Facebook, vous êtes avec nous. C'est la cérémonie officielle de lancement de ce sommet. Farel a pris la parole, Robert Parette aussi vient de faire son discours. Le 1er février, quand la Banque de la République d'Haïti a publié sa note de politique monétaire pour le trimestre de l'exercice fiscal, elle était empreinte d'espoir. Sortie à peine d'une période de lock, l'horizon se dégageait pour Haïti et la BRH tablait sur ce relatif calme pour faire des projections sur l'économie. Mais c'était sans compter sur la détermination du coronavirus pour saper tous les efforts. Le conseil de la BRH, proactif, a dû suivre le rythme mondial, bien sûr, dans la limite des moyens dont elle dispose. On admet de l'annonce des premiers cas de contamination en Haïti. La Banque centrale a adopté un certain nombre de mesures pour venir en aide à l'économie dans cette conjoncture marquée par l'incertitude. Quel sera le rôle de la BRH dans cette réponse à apporter à la pandémie et dans la gestion de l'après-crise? Une question qui vous occupe l'esprit et j'espère que vous allez avoir la réponse au cours de ce sommet. Mais pour l'instant, on va accueillir le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, qui va placer ses mots de circonstance. Merci Luc Nergao pour cette introduction. Et je commence par saluer tous les intervenants, tous ceux qui ont rendu possible cette édition du Sommet de la Finance. Et moi-même, en tant que gouverneur et au nom de la Banque centrale, je me sens très fier de participer à cette activité.
pour plusieurs raisons, dont l'une des raisons principales, c'est le fait que ces organisateurs n'ont pas baissé les bras face à cette pandémie. Et je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe du groupe Croissance, de Profin et tous ceux qui ont rendu possible cette activité. Car ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir donner des modèles de réponse à la jeunesse. C'est vrai, des événements comme cette pandémie vont continuer à arriver. Mais ce qui est important, c'est de continuer à avancer et de faire ce que nous avons à faire. Voici la leçon qu'il faut tirer. Et pour cela, je félicite tout le groupe Croissance. Je sais que c'est un sommet virtuel. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là sans qu'on puisse les voir. Et je tiens à les saluer tous de manière particulière à l'ouverture de ce sommet sur la finance. Je salue de manière particulière le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui va certainement suivre beaucoup d'activités, beaucoup d'interventions dans le cadre de ce sommet. Je salue aussi de manière particulière certainement le Premier ministre qui sera aussi un intervenant actif au niveau de ce sommet. Je salue de manière particulière le PDG du groupe Croissance, M. Kessner Farrell, pour sa vision et surtout pour la constance avec laquelle il a su mener ce sommet de la finance pendant les 10 dernières années. Je salue le PDG du groupe Profin. Je salue tous les représentants de la presse. Je salue certainement les dames et les messieurs, les participants virtuels, tous les réseaux sociaux confondus. Comme vous le savez, le sommet de la finance est devenu l'un des événements économiques les plus attendus du pays depuis son lancement par le groupe Croissance il y a 10 ans. Chaque année, des spécialistes du secteur économique et financier sont invités à se prononcer sur un thème à la fois utile et actuel. L'année dernière, par exemple, le double thème retenu, c'était financer l'agritourisme et faciliter l'inclusion financière. Ces thèmes s'inscrivaient en droite ligne des innovations que la BRH ne cesse de promouvoir de manière à contribuer à la croissance soutenue et inclusive de l'économie haïtienne. Et nous voici en 2020, où le monde entier se trouve à porter des réponses à une pandémie qui a tout chaviré sur son passage. Notre pays n'est point épargné non plus, ce qui, cette année, a placé le fléau au centre de la réflexion au sommet de la finance à travers le thème retenu. Le Covid-2019, financer la réponse et préparer l'après-crise. De plus, le virus a aussi exigé pour l'organisation de l'événement l'adoption du format virtuel, seul propice à l'observance effective de la consigne de distanciation sociale. Cela dit, les organisateurs auraient pu maintenir le format présentiel coutumier de la conférence en décalant sa tenue de quelques mois. Cependant, une telle décision eût perturbé la longue et efficace pratique d'organisation du sommet au mois d'avril.
De plus, vu que la moitié de la communauté mondiale se retrouve confinée au moment où se déroule l'édition de 2020, il était raisonnable d'estimer que celle-ci puisse être visionnée par un très large public qu'il aurait été impossible d'accueillir dans une salle de conférence. Il faut retenir aussi la réalité de l'absence certaine de la majorité de ces participants virtuels qui, si le sommet arrivait à se tenir en présentiel vers la fin de l'année, devraient engager des coûts importants de déplacement et d'hébergement associés à un voyage en Haïti. Nous voici donc, mesdames et messieurs, virtuellement réunis pour explorer quelques pistes de réflexion sur une pandémie qui nous engage dans un combat collectif pour la survie. Je partage donc avec vous mes propres réflexions qui incluront deux volets. D'abord, les difficultés liées à la pandémie, les conséquences pour l'économie et les contraintes pour les politiques publiques. Ensuite, les enseignements et les leçons à tirer de la crise. Sur le premier point, j'aimerais souligner que nous faisons face à une crise à laquelle aucun pays n'était vraiment préparé. Cette impréparation est encore plus patente dans les pays en développement dont la situation sociale et sanitaire souffre de déficiences qui expliquent les faiblesses de la sécurité sociale et des infrastructures de santé. Chez nous, en Haïti, ce panorama social et sanitaire se déploie dans un contexte d'épisodes récurrents d'instabilité politique, lesquels furent nettement plus prononcés au cours des 2 dernières années. Les effets de cette crise politique sont désastreux pour la performance économique, comme en témoigne la dépréciation continue de la monnaie nationale, un niveau d'inflation proche de 20% et la contraction de 0,5% du PIB en 2019. À cela s'ajoute une succession de catastrophes naturelles, dont certaines majeures, surtout au cours des décennies 2000 et 2010. Il en est résulté des pertes en capital importantes, évaluées par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale à 120% du PIB en 2010, à cause du tremblement de terre, 32% du PIB en 2016, à cause du cyclone Mathieu. Cette accumulation de chocs nous laisse de nos jours aux prises avec une crise humanitaire dont une caractéristique première est la situation précaire de 4,6 millions d'Haïtiens nécessitant une assistance humanitaire d'urgence. Voici donc, mesdames et messieurs, l'état dans lequel la grave crise sanitaire du Covid-19 a trouvé notre pays. Qu'avons-nous déjà fait pour juguler cette crise? Que pouvons-nous faire vu les circonstances que je viens de décrire? Pour enrayer la pandémie, le gouvernement haïtien a déclaré l'état d'urgence sanitaire avec le confinement de la population, la fermeture des écoles, un couvre-feu, la réduction des heures de travail en présentiel, des restrictions de circulation, la fermeture des magasins pour les produits non essentiels, celle des frontières et enfin l'interdiction du trafic aérien, sauf pour les vols commerciaux et humanitaires.
Quant au confinement, le gouvernement haïtien a opté pour une application partielle, faisant confiance à la compréhension et à la solidarité des citoyens pour mettre en pratique les gestes barrières. Un comité scientifique a été mis en place afin de définir la stratégie du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. À date, les résultats des tests effectués par le MSPP indiquent un faible indice de contagion dans le milieu haïtien. Mais les scientifiques restent inquiets et une partie de la population incrédule. Les mécanismes de soutien offerts par le FMI et d'autres bailleurs de fonds internationaux devaient permettre au gouvernement de dégager de nouvelles ressources pour lutter contre le coronavirus. Cependant, même les pays dotés de moyens financiers importants ont été confrontés à des difficultés certaines en matière d'approvisionnement en équipements sanitaires. En temps normal, on est en présence d'un oligopsone, l'État étant le seul acheteur face à une offre abondante provenant de fournisseurs mis en concurrence sur le marché. Dans la situation actuelle, les règles d'engagement semblent avoir été modifiées dans la mesure où il apparaît que les fournisseurs imposent leurs conditions aux États. Ainsi, les fournisseurs qui détiennent des stocks stratégiques alimentent la spéculation et font augmenter le prix au détriment des pays les plus démunis. De son côté, la BRH a mis en œuvre un ensemble de mesures visant à alléger les contraintes qui pèsent sur le système financier. Ces mesures consistent notamment à réduire le taux d'intérêt directeur des coefficients de réserve obligatoire sur les passifs libellés en gourdes et en devises étrangères des banques commerciales, à diminuer le coût d'accès à la liquidité pour les banques à travers la baisse du taux de prise en pension des bons BRH et la suspension des frais relatifs aux virements interbancaires pour les clients, à limiter temporairement les coûts de transaction pour les clients en décalant les remboursements des prêts, à relever les limites applicables aux transactions de la banque à distance. Évidemment, ces mécanismes de soutien à l'économie pourraient se révéler insuffisants en fonction de l'ampleur de la crise. Mais le gouvernement pourra, le cas échéant, mobiliser les ressources budgétaires disponibles en vue d'atteindre les couches les plus vulnérables et de compenser par la même occasion une éventuelle baisse de la demande. Mais déjà, le gouvernement a pris quelques mesures pour sinon alléger la charge fiscale, du moins pour l'étaler sur le temps. Parmi les mesures envisagées, les plus importantes sont les suivantes. Décaler des paiements de l'impôt sur le revenu pour les entreprises et les particuliers. Surseoir aux amendes et pénalités dues au retard de paiement jusqu'au 30 juin 2020. Transférer du pouvoir d'achat à 1,5 million de familles de 5 à 6 personnes. Subventionner 100 000 enseignants du secteur privé et des professeurs d'université. Faire une distribution massive des kits alimentaires. Prendre en charge les salaires de plus de 55 000 employés de la sous-traitance dans le secteur textile. Accorder une prime spéciale au personnel soignant des hôpitaux et aux forces de l'ordre. Subventionner le secteur du transport. Ces mesures peuvent avoir un impact positif sur la demande à travers la consommation des ménages. Sur le court et moyen terme, elles pourraient aussi avoir un effet de compensation sur une éventuelle baisse des transferts sans contrepartie qui alimentent la consommation. Cela dit,
les difficultés sont nombreuses sur le plan humain. La première difficulté est le déni de la réalité circulant dans les secteurs de la population, exprimé par de l'incrédulité. Ce déni tend à limiter la portée du confinement et favoriser une propagation silencieuse de la maladie. L'actualité nous l'a rappelé. Il y a une semaine, lorsque des riverains avaient pénétré de force dans un établissement hospitalier des Côtes-de-Fer pour récupérer un malade infecté par le Covid-19. La deuxième difficulté est la peur de la stigmatisation, qui pourrait porter certains malades à s'isoler, favorisant ainsi des foyers de contamination difficiles à détecter, à l'instar de ce qui s'était passé en Équateur. Ce déni et cette peur recèlent des risques importants, en termes surtout de propagation de la maladie. Et les conséquences pour l'économie ne tarderont pas à se faire sentir. Au niveau du secteur réel, les mesures de la Banque centrale, alliées à celles du ministère de l'Économie et des Finances et des ministères sectoriels, devaient permettre de mitiger l'impact de cette double crise sanitaire et économique sur notre posture de croissance. Nous travaillerons donc à minimiser les coûts liés à cet environnement délétère et à créer des conditions les meilleures pour un rebond que nous voudrions robuste et durable. Cette logique veut que nous situions dans un horizon de futur proche pour optimiser les facteurs capables de porter cette perspective dans le domaine du faisable. L'amplification d'activités de production de nature autocentrée, notamment dans les filières du secteur primaire, devrait permettre d'aboutir à cet objectif. De ce fait, la baisse prévue des transferts sans contrepartie devait trouver un certain regain de l'offre locale de biens non échangés. Une contrebalance dans la baisse de la demande de devises assortie à la demande correspondante de biens d'importation. La prolongation des conditions adverses au comportement des transferts, tels que prévus par la Banque mondiale, devrait trouver un effet contre-cyclique dans cette posture de production locale que nous gagnerons à systématiser. Voilà le cas de figure que nous voulons promouvoir et adapter pour dégager des éléments d'opportunité de cette crise. Comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, une crise est trop importante pour la gaspiller. En général, je toujours dis, et souvent que je me dis, c'est que lors de nos crises, il ne faut pas gaspiller la crise. Et en Haïti, nous passons un peu de temps côté n'a gaspillé crise après crise. En 2010, nous gaspillons crise tremblement de terre. Là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 2010 était supposé en année charnière côté Haïti remettait sur la voie de la croissance et du développement. C'était le moment pour rebâtir Haïti. C'est une opportunité extraordinaire pour le faire. Mais je dis à nous avons une crise. Nous avons une crise coronavirus. Crise coronavirus là, c'est une opportunité pour montrer nous que investir dans le pays ça, c'est meilleur bagage que nous avons fait si nous voulons vivre là-dedans. Avec ça qui passe, qui fait que tout le monde est exposé. Cependant, quelle que soit la quantité d'argent qu'on gagne, ou pas qu'à quitter Haïti pour aller prendre soin là-bas. Donc, il faut nous investir dans l'infrastructure hospitalière. Nous avons exactement la même situation. Nous avons des difficultés pour nous approvisionner, nous, parce que l'autre pays n'est pas intéressé à vos productions
on l'autre côté, si la population n'a pas besoin. Et nous-mêmes en Haïti, c'est une opportunité jeudi pour nous commencer à regarder que tout ça n'a importé, que nous n'avons pas besoin d'importer, pour jeudi nous produire en Haïti. C'est une opportunité pour tout entrepreneur qui a commencé à rediriger vers la production locale. Et c'est une opportunité que nous pas droit rater. Et c'est pour cette raison ça, là nous allons passer dans la relève après la pandémie, nous avons que tout Haïtien conscient connaît que l'investissement que vous faites dans le pays, pas un investissement qui est perdu. C'est un investissement qui peut permettre que Haïti soit capable de réagir à l'autre crise qui peut venir. Parce que il y a l'autre qui peut venir. Et c'est le moment pour nous comprendre que nous tous, en Haïti, quelle que soit la couleur politique, nous c'est un seul que nous y est. Et c'est ensemble pour nous mettre les ressources, pour nous capables d'aller vers le développement de pays. Moi, je vois la crise comme une opportunité pour que nous mettions tête nous ensemble, nous mettions en place les politiques nécessaires de façon à ce que nous permettent que l'entreprise haïtienne soient capables de créer des jobs, de façon à ce que plus de monde gagne un job, de façon à ce que la jeunesse gagne plus d'opportunités. Enfin, mesdames, messieurs, je dois dire que la crise sanitaire du Covid-19 doit être pour nous l'opportunité de réfléchir sur le problème fondamental qui renvoie notre capacité à gérer efficacement les situations de pénurie. Par rapport à cet aspect de la crise, les leçons à tirer sont multiples. Par exemple, les difficultés d'approvisionnement en équipements sanitaires appellent à des solutions à la fois innovantes et à coût réduit, prises sur la base d'arbitrage rapide. En effet, en dépit des décaissements effectués par le Trésor public de façon autonome, les pouvoirs publics se trouvent confrontés aux difficultés d'approvisionnement et à l'augmentation des coûts qui découlent notamment du transport de ces équipements. Le défi étant l'obligation d'avoir tout ce qui est nécessaire avant le pic de la pandémie afin d'éviter la saturation des hôpitaux déjà non suffisamment équipés. La BRH, de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances, a tout fait pour qu'Haïti bénéficie du soutien financier du FMI et des autres bailleurs de fonds internationaux. Comme moi toujours dit, nous avons un pile fonds qui arrivent jouer un pays. Cependant, il faut apprendre une leçon de ça qui passait déjà. Et que fonds ça qui peut le dépenser, il faut que nous dépensions en toute transparence. Et surtout, que nous allions au-devant de la reddition des comptes. Et je formule le vœu que les dépenses qui sont occasionnées pendant cette période de Covid-19, pendant cette période de pandémie, que ces dépenses soient mises sur un site pour que tout le monde et que toute la population puisse avoir accès. Et que tout le monde sache exactement que chaque centime qui est reçu de l'international, comment ces centimes sont dépensés. Et de même aussi, chaque centime du budget national. L'outil budgétaire est une composante majeure. Le développement de budgets pluriannuels viables devrait nous permettre de sortir du carcan des pays pauvres très endettés et d'améliorer notre capacité d'emprunt sur les marchés financiers lorsque des situations exceptionnelles comme la pandémie actuelle nous obligent à élargir rapidement nos options de financement des dépenses sociales. Et quand on va parler des perspectives au cours du sommet, nous allons probablement parler de marché financier. C'est important de comprendre que les ressources d'une seule année fiscale peuvent ne pas suffire pour faire face à cette crise. Il faut compter sur les ressources de plusieurs années fiscales
Et c'est là que peut intervenir un marché financier pour émettre des bons, du Trésor qui peuvent aller sur 5 ans, sur 10 ans et sur 15 ans, et qui nous permettent de développer, en fait, de trouver les ressources nécessaires de façon à pouvoir faire face à cette pandémie. Les défis sont nombreux. C'est aussi à ce prix que les politiques publiques pourront limiter les atteintes de cette nature au pouvoir d'achat de la gourde et renforcer leur crédibilité pour affronter de nouveaux défis. Encore une fois, je tiens vraiment à féliciter le groupe Croissance et tous ses partenaires qui ont rendu ce sommet possible, qui ont donné l'occasion à tous les Haïtiens de pouvoir venir discuter, porter des réponses à cette pandémie et surtout des solutions pour la relève. Je formule le vœu de voir ce sommet porter tous les fruits qui sont attendus par les organisateurs. Je formule le vœu que tout Haïtien, tout un chacun, nous profitons de cet espace qui nous est offert pour pouvoir apporter notre pierre, pour pouvoir contribuer à la mise en place de stratégies et de politiques publiques pour le pays. Et c'est sur cette note que je vais vous remercier, tous les internautes et bien sûr tous les organisateurs, pour travailler à faire de ce sommet une réussite. Et sur ce, je déclare officiellement ouvert le sommet international virtuel de la finance et de la FinTech de 2020. Merci. De ce sommet virtuel de la finance, sommet international virtuel de la finance. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas être dans le déni encore trop longtemps. Il faut accepter la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une crise. La réalité, c'est qu'il y aura un après-crise qu'il faudra préparer. Le président Jovenel Moïse l'a dit lui-même, il redoute les conséquences de cette crise. La faim, la famine qui nous guette après cette crise est donc préoccupante. À vous de commencer à produire des réflexions sur comment préparer l'après-Covid. Mais bien sûr, il faut aussi gérer le pendant, la crise actuelle. Coronavirus, comment financer la réponse et préparer l'après-crise? La question à laquelle les différents intervenants venus de tous horizons vont tenter d'apporter des éléments afin de vous canaliser dans vos actions, vous dirigeants, vous entrepreneurs, vous étudiants, vous simples citoyens. Et déjà, je vais donc vous remercier d'avoir voulu faire l'expérience live avec Groupe Croissance, BRH, Profin et Profit Development Consulting derrière votre ordinateur, derrière votre téléphone. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas dans une petite salle, vous pouvez vous lever quand vous voulez, vous pouvez aller au frigo prendre à manger. C'est donc la bonne formule pour participer à ce sommet. Fini les discours officiels, on va donc faire place au panel parce que le sommet c'est ça, c'est des échanges, des discussions, des débats. Si vous avez été sur le site, vous êtes inscrit, vous allez pouvoir participer, donc poser des questions aux intervenants. Mais pour vous autres qui êtes sur Facebook, sur YouTube, vous allez pouvoir assister aux présentations. Évidemment, laissez des commentaires et il y a une équipe qui peut-être va travailler à prendre en compte les commentaires qui seront laissés sous les lives. Donc, on va passer au panel, bien sûr. Vous avez 5 minutes pour vous arranger. Je vais rapidement vous dire que Annabella Abreu, Hector Torres et Kathleen Florestal, c'est donc la première équipe qui sera avec vous et Kessner Farrell va être le modérateur. On va voir justement comment est-ce que le FMI, le groupe Banque mondiale, ont apporté des réponses par rapport aux impacts de cette pandémie sur le monde et sur la région. Entre-temps, vous avez 5 minutes pour vous arranger. Installez-vous confortablement, prenez de l'eau, rechargez vos appareils. C'est parti pour cette première journée du sommet international virtuel de la finance. Je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette partie officielle de la cérémonie. C'est parti pour cette journée. Excellente participation à ce sommet. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt.